Le poids de l'histoire. On est ici, rue du Faubourg Saint-Honoré, 2 rues plus loin, à droite, il y avait le bureau de Jacques Foccart. Vous y êtes déjà allé, c'était le centre de l'Empire. Je n'ai pas eu le privilège d'aller dans son bureau. Est-ce que ce passif colonial pèse encore? Vous savez, les temps ont beaucoup changé, il faut l'avouer et il faut le reconnaître. Il subsiste encore beaucoup de fantasmes entre les relations, au titre des relations entre l'Afrique et la France. Nos populations ont encore beaucoup l'impression que la France a beaucoup d'intérêt, ou l'État français a encore beaucoup d'intérêt en Afrique, et qu'elle tente à les défendre coûte que coûte. Il faut avouer que la situation n'est plus exactement pareille qu'il y a quelques décennies. Les choses ont beaucoup changé. Et il faut que nous ayons le temps ou l'occasion, les autorités françaises ainsi que les dirigeants africains, de l'expliquer pour tuer ces fantasmes-là qui polluent la relation entre les deux peuples et entre ceux de l'Afrique. Et pourtant, on en voit des manifestations de cette sensibilité aujourd'hui. La scène entre le président Tshisekedi et le président Macron, quand en substance le président Tshisekedi rappelle que M. Le Drian a parlé d'un compromis à l'africaine et que, selon lui, ça a été choquant. Le président Macron dit non, ça n'était pas du mépris. Qui a raison? Mais il a raison, le président Tshisekedi. Parce que les propos de Drian, le Drian à l'époque étaient malvenus, étaient plutôt... Comment je vais dire ça, je cherche le mot pour qualifier le juste mot. Maladroit. C'était maladroit, tout à fait. C'était maladroit. La tournée du président Macron, il y a eu ces scènes extrêmement frappantes où il est, n'est-ce pas, dans une banlieue de Kinshasa, acclamé. Qu'est-ce que ça représente dans l'évolution du rapport entre la France et l'Afrique? Ça montre bien qu'il y a une partie de la population africaine qui évolue, qui n'est pas accrochée au passé. Ce qui est d'ailleurs un handicap pour le développement, quand on passe son temps à ressasser le passé. Et le président Macron est un président jeune, qui dit les choses telles qu'il est sent. Il a vécu en Afrique, ça change. Tout à fait, il a vécu au Nigeria. Donc il a un esprit assez ouvert, il est jeune, c'est un avantage pour voir les choses différemment. Et cela, beaucoup d'Africains l'apprécient. Maintenant, il est nécessaire que la France affiche davantage son sentiment d'égalité avec les pays africains et que ce sentiment passé de paternalisme soit totalement effacé. Il y a encore du paternalisme. Beaucoup de nos compatriotes, de nos Africains, perçoivent encore certains propos, certains faits, comme du paternalisme. Il faut faire l'effort de les gommer. Qui était le plus africain des présidents français? Dans quel sens? Le plus paternaliste ou le plus progressiste pour l'Afrique ou le plus... Qui comprenait le mieux l'Afrique? Dans quel sens? Alors non, là vous jouez, là. Là vous faites le jésuite. Le plus près, allez, on a quelques images, pardon, évidemment, De Gaulle, Chirac, Mitterrand, avec quand il allait en Afrique, et aujourd'hui le président Macron, mais aussi le président Sarkozy. Moi, je dirais que la question devait être qui est le président français qui a davantage œuvré pour une coopération de développement plus active, plus visible et plus concrète? Qui alors? Mais chacun a fait un peu sa part du job. Vous êtes excessivement prudent. La démographie africaine, elle est tellement forte. La démographie européenne, faible. Est-ce qu'il y a une logique historique à ce que, notamment pour payer les retraites, simplement ça, d'une génération à venir, des Africains, que cela plaise ou non, que politiquement ce soit apprécié ou non, un mouvement migratoire vers l'Europe? Il ne faut pas que les migrations ou la nécessité de combler le déficit démographique en Occident, en Europe, conditionne les politiques africaines en termes de développement, en termes de démographie. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un drame. Le taux de croissance de la démographie est trop élevé et en décalage avec notre capacité à investir dans l'infrastructure, d'éducation, de santé, la création d'emplois. Oui, vous êtes pour restreindre la démographie. Donc il faut impérativement contrôler ce taux de progression de la démographie, donc contrôler les naissances. Mais Monsieur le Président, vous savez très bien, en place. De toute éternité, on a essayé, on peut très peu jouer en réalité sur la démographie. Si. Beaucoup de pays y sont parvenus. Et il faut trouver les moyens d'inciter au contrôle des naissances et même de trouver des moyens coercitifs un peu pour que l'explosion qu'on observe, le taux qu'on observe ne se perdure pas. Sinon, l'Afrique se portera très mal. Cependant, pardon, vous n'avez pas répondu sur la question, disons, du transfert. Quand les Allemands, des patrons allemands disent, voilà, on a pris 1 million de Syriens, et ils le disent parfois très cyniquement, parce que ce million de Syriens aideront à payer les retraites des Allemands dans 30 ans. Est-ce que ce calcul vaut pour les Africains en Europe? Nous n'allons pas développer notre politique de développement
sur ce besoin de l'Occident d'avoir des immigrés pour combler le déficit de population démographique. Il faut que les dirigeants africains que nous sommes, nous œuvrons pour le bien-être de nos concitoyens aujourd'hui et demain. Et pour cela, il faut contrôler les naissances, il faut limiter le taux de progression de la démographie pour que nos moyens soient en adéquation avec la population. Et cependant, l'immigration, qui arrête l'immigration? On le voit dans l'histoire. C'est un phénomène humain, universel, qui, à travers le temps, n'a jamais pu être maîtrisé par la volonté des hommes, des dirigeants d'un instant. Les peuples ont toujours bougé, l'homme a toujours circulé, et l'homme circula toujours. Pour tout ce qu'on a dit, la situation en Ukraine, le nouvel équilibre des puissances, la montée de la Chine, elle est en train, n'est-ce pas, de gagner des parts de marché en Afrique de manière tellement massive? Oui. C'est l'avenir pour vous, la Chine? Mais la Chine, c'est déjà le présent. C'est déjà le présent. Il faut constater qu'elle est une puissance incontournable. Elle donne l'exemple de ce qu'on peut partir de rien, se développer, devenir une puissance. La Chine, moi, inspire beaucoup. Le modèle chinois, l'effort sur soi, la bonne gouvernance, sont des éléments qui devraient inspirer tous les pays sous-développés, que le développement est à la portée de tout le monde. Monsieur le Président, je me permets de vous rappeler que c'est aussi une dictature qui viole les droits humains de manière tellement massive, c'est un système tellement dictatorial sur sa propre population. Vous dites ça m'inspire. La liberté et la démocratie sont un bien inaliénable. Il faut que chaque individu puisse vivre librement sur Terre et s'exprimer en ce qui concerne la gouvernance de sa communauté. C'est un bien inaliénable. Mais attention, il ne faut pas que la démocratie soit un leurre. Je vois où vous voulez en venir. Parce qu'on reproche à certains pays africains de ne pas suffisamment promouvoir la démocratie, la liberté, le droit de l'homme. On reproche à la Chine de ne pas suffisamment promouvoir le droit de l'homme, la démocratie. Moi, je dis une chose. Si il y a de la démocratie sans bonne gouvernance, c'est aussi grave que le défaut de démocratie. Et c'est pour ça que le développement socio-économique est un impératif autant que la démocratie et la liberté sont des impératifs. Quand on parle de l'Occident, vous avez parfois des réserves. De la Russie, vous avez des réserves très importantes. Et je rappelle, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine. Sur la Chine, votre premier mouvement n'est que positif. Est-ce que c'est révélateur de l'avenir, c'est-à-dire l'immense puissance démographique chinoise et l'immense puissance démographique africaine sont appelées à être, d'une certaine manière, un avenir du monde? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a aujourd'hui, les choses ont beaucoup bougé en Chine? Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'au plan de la liberté, de la démocratie, que rien n'a bougé en Chine depuis 30, 40, 50 ans? Ça s'améliore beaucoup, mais ça, c'est pas... On verra, on multipliera les reportages. Moi, je suis dans la charge, je peux vous dire combien, parfois, la bonne gouvernance peut heurter, en apparence, la promotion de la démocratie ou de la liberté. Parfois c'est très difficile, quand on a des mauvaises habitudes communautaires. Quoi qu'il en soit, ce sentiment, c'est parfois une angoisse en Occident, que l'avenir sera toujours plus africain, chinois, brésilien, indien, et de moins en moins français, allemand, danois. Est-ce que ça correspond pour vous à un sens de l'histoire qu'on s'en réjouit souvent? Oh, tout à fait. Vous savez, moi, je n'aime pas focaliser l'événement du monde sur l'Afrique, parce que parfois, c'est consolateur pour nous. Et c'est pas bien. Dire que l'avenir, c'est l'Afrique. Et alors, le présent. Il faut travailler pour que le présent soit agréable, qu'il y ait un bien-être, et que chacun joue sa part dans l'évolution du monde. Et personne ne peut prédire ce que sera l'humanité dans 1000 ans.